Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du 20h à la une. Fin tragique pour deux tourtereaux à Bamendida dans les Bamboutos. Le couple a été retrouvé sans vie dans un domicile. Selon des premiers indices, tout porte à croire que l'homme aurait assassiné sa compagne avant de se donner la mort. Que s'est-il réellement passé? Élément de réponse à suivre en ouverture de ce journal. Rumeur sur un éventuel glissement de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 vers un autre pays. Le ministre des Sports, le professeur Narcisse Mwelekombi, rassure, le Cameroun aura bel et bien prochain. Le président du COCAN a dissipé ses doutes ce jour au cours d'un point de presse tenu à Yaoundé. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. Tout d'abord, ce drame passionnel à Bamendida, dans les Bamboutos. Un couple retrouvé mort dans un domicile, la femme gisant dans une mare de sang et l'homme une corde autour de son cou. Pour l'heure, les familles des personnes disparues sont sous le choc. D'autres précisions dans ce reportage de Vivien Tonfac et Raphaël Tifo. Une découverte macabre suscite émotion, consternation et interrogation à Toussi, un village du groupement Bamendida, dans le département des Bamboutos. Les corps sans vie de Boniface Penechou, connu dans la localité sous le sobriquet Le Messager, et de Mimi Rositiwa, âgés respectivement de 45 et de 25 ans, ont été découverts en état de putréfaction dans un domicile. L'un allongé au sol et l'autre pendu à une corde. Boniface était porté disparu depuis vendredi dernier. Mercredi, sa femme a voyagé pour Douala, qui devait rentrer mardi. Hier mardi matin, il est rentré. Quand moi je partais au travail, il me dit que non. Il est rentré, vouloir saluer son mari. Les enfants lui ont fait comprendre que il est sorti depuis samedi. Il n'est pas encore rentré. Autour de 20h, bon, son fils partait à la douche. Subitement, il a vu la lumière à l'intérieur de la chambre, plus dans son salon, plus dans la journée comme ça. La lumière est claire, on ne voit pas. Bon, il s'est courbé. Quand il s'est courbé et regardé le sol, il a vu le corps de la fille couché par terre. Il a cassé la porte avec sa maman. Et subitement, quand il a cassé la porte avec sa maman, la fille était couchée par terre et lui, il était sur la corde, juste à côté de sa fille. Elle est rentrée du marché samedi à 9h. Elle a mis son sac à la cuisine. Elle sort, elle part en route, voulant prendre le taxi. J'ai envoyé ma petite fille qui est à la maison de l'appeler. Je l'ai appelée que Nini, viens. Elle est venue. Je lui ai demandé que tu pars où? Je lui ai demandé que tu pars où, Nini? Elle n'a rien dit. Elle n'a pas parlé. Bon, ma petite fille, lui, elle a demandé, parce qu'elle fait le coup moindre, elle a demandé que le père te demande quelque chose, tu ne réponds pas. Tu vas répondre à qui? Après, elle part à la maison, elle rentre encore. Elle part seulement, elle part et chauffer la moto. Et monter et descendre. Après un déplacement effectué par son épouse, de retour, cette dernière s'inquiète et engage les recherches qui ont abouti à la triste découverte. Hier soir, on a suivi les bruits que partout le lieu violent. On s'est dépêché maintenant. On arrive, on trouve que le petit a cassé la maison, on avait trouvé deux corps. J'étais même le premier à entrer, faire les photos. J'ai demandé à ma fille était sa copine. Et puis, samedi, on cherche et on ne voit pas. Si une épaisse couche de brouillard couvre les circonstances de ce double décès, les stigmates retrouvés sur les corps ouvrent cependant la brèche sur l'hypothèse selon laquelle Boniface aurait donné la mort à Mimi avant de se suicider. Les deux personnes décédées étaient soupçonnées d'entretenir des relations extra-conjugales. L'histoire d'amour entre ces deux tourtereaux s'achève ainsi comme un film d'horreur pour leur famille, encore inconsolable.
de l'Ouest où le gouverneur interrompt un festival à Bamungum pour non-respect des mesures barrières. À Wafonka, Augustine a sommé les participants de porter des masques faciaux avant la reprise des festivités. Nos reporters Vivien Tonfak et Robert Kenyé ont suivi cet événement. Tous ces enfants qui doivent défiler devant nous n'ont pas porté de masques. J'ai dit, tous ces enfants, rentrez de là où vous sortez. Le gouverneur de la région de l'Ouest, dans tous ses états, ici à l'esplanade de la chefferie du groupement Bamungum. On est d'accord que les mesures barrières seront respectées dans ce festival et cette cérémonie. Mais je tiens à vous dire que je suis désolé. Je ne suis pas du tout content de ce que je vois avec mes yeux. Invité à prendre part à la parade de clôture du festival de ce peuple des Grassfields, l'autorité administrative est choquée de constater que les mesures sanitaires sont carrément foulées aux pieds, alors que la situation de la pandémie de Covid-19 demeure préoccupante dans son territoire de commandement. Celui qui a emmené ses enfants ici, rentrez avec ses enfants et vont apparaître ici, sauf s'ils portent les masques. Je ne peux pas cautionner cela. Rentrez sans musique, rentrez là où vous sortez et vous faites un tour avec vos masques avant d'apparaître ici. Moi, gouverneur, j'ai des statistiques des décès de cause de Covid de ces régions. Les gens sont en train de mourir chaque jour. Passé ce moment de tension, la situation est revenue à la normale, permettant ainsi à ce peuple d'exhiber une partie de son patrimoine culturel devant la foule présente. L'édition 2021 tant attendue va permettre au peuple Bamungum non seulement de revenir justement aux fondamentaux de son existence, mais surtout de perpétuer une tradition vieille d'environ 718 ans. Arrachée pour ainsi dire à la pandémie du Covid-19, elle se veut promesse d'édition à venir plus réussie parce qu'organisée dans et avec plus de sérénité. Ce festival est ainsi le premier de l'ère du nouveau roi du peuple Bamungum. Évoquons à présent cette interpellation d'un groupe de jeunes dans la ville de Douala. Ils sont accusés d'attaquer des domiciles et emporter des objets précieux. Ils sont présentés comme des microbes agressant leurs victimes à l'arme blanche. D'autres précisions dans ce reportage de Xavier Foka et Innocent Abiga. La première bande, ces 5 individus interpellés au lieu du marché Oignon, vraisemblablement pris en flagrant délit d'agression en groupe. C'est un phénomène de microbes, de pillage en bande. Donc nous avons été alertés aux environs de 9 heures de ce que les microbes étaient au niveau du marché Oignon. Immédiatement, nous avons orienté toutes les patrouilles de la zone 340, c'est-à-dire de la compagnie de Douala 1. Et aidés de la population, nous avons pu mettre la main sur 5 individus. Les 5 mis en cause, présentés à la presse et au public, clament leur innocence. Je suis venu au marché, je suis venu trouver l'embouteillage, je ne connais pas ce qui s'est passé. Je suis entré dans l'embouteillage, on m'a pris. On a coupé mon bandelier que j'ai ouvert avec ça. Finalement, j'ai discuté avec eux, j'ai trouvé quelqu'un qui avait de me noter par derrière, je ne sais pas, on m'a dit comment. Précisément le 31 mai 2021, ayant reçu une alerte en rapport avec un autre phénomène de microbes au lieu dit Dakar, le coup de filet de la gendarmerie permet d'interpeller près d'une dizaine d'individus en Bangapongo, dans le 3e arrondissement de la capitale économique. Nous avions eu l'information qu'il y avait un groupe d'une trentaine d'individus. Ils étaient armés de machettes et de gourdins. Quand nous sommes arrivés, on a constaté qu'ils avaient pillé le parking et une boutique de brocante qui se trouvait à côté. Grâce au renseignement des populations, jusqu'au petit matin, on avait pu interpeller 8 et on a saisi également 4 motos et 2 écrans plasma. Le butin, le voici, constitué de motos et autres appareils électroniques. La principale victime, qui dit reconnaître ces appareils, reconnaît également ses agresseurs. Dans la nuit où ils sont venus, le petit, c'est lui qui a porté d'abord la première main. C'est lui-ci qui a porté le gros écran plasma là.
Les deux qu'on a pris le mouton entre les mains, c'était lui et l'autre. Où est ton frère qu'on a pris le mouton entre vos mains? Et c'est le seul monsieur, c'est lui qui a donné le coup d'envoi dans ma chambre pour porter le petit ampli que vous voyez là. C'est lui qui a donné le coup d'envoi pour prendre le petit appareil dans ma chambre. Le monsieur que vous voyez là. Premier, se signe les faits en bloc. Je me trouvais là pour ma moto. Là voilà, là. On m'a pris pour rien. Je suis blessé finalement. Entre ces phénomènes de microbes, il y a eu celui de retour qui a conduit à l'interpellation de cette autre bande. L'un d'entre eux aurait été agressé et ses frères ont organisé une descente en guise de représailles condamnable par la loi. Je voudrais préciser que ces phénomènes créent la panique au sein de la population et très souvent est comparé à beaucoup de choses autres. Donc que la population comprenne que la justice n'est pas dans la rue. Rapprochez-vous des unités de gendarmerie et de police pour qu'une enquête soit ouverte relativement à vos plaintes. Vous tombez sous le coup de l'infraction lorsque vous rendez justice, on vous défère et vous avez cherché des arguments pour vous défendre au niveau du parquet. Notons que pendant que l'autorité administrative, notamment le gouverneur de la région du littoral, rassure les populations, l'insécurité a fait son lit dans la ville de Douala, une insécurité contre laquelle les forces de sécurité publique se battent avec acharnement. Autre fait d'actualité dans ce journal, la conférence des présidents du Sénat a reçu et validé l'ordonnance du président de la République du 7 juin 2021 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi de finances pour l'exercice 2021. Ce texte a été ensuite présenté au Sénat, aux sénateurs au cours d'une séance plénière tenue en fin d'après-midi. Deux autres textes, notamment des projets de loi, ont également été reçus et transmis aux commissions compétentes. Hier déjà, lors de l'ouverture de cette session ordinaire, les sénateurs se sont montrés préoccupés par le scandale du détournement présumé des fonds investis dans le plan de riposte contre le Covid-19. Ils souhaitent un heureux aboutissement des enquêtes en cours afin que ceux qui ont été fonds rendent gorge. Je vous propose d'écouter les sénateurs Grégoire Bamba du SDF et Henry Kemende du Social Democratic Front. Le discours du président a été un discours cible, mais l'actualité nous pousse quand même à parler de ce qui se passe dans le détournement d'argent du Covid au détriment de nos populations. Le chef de l'État a impulsé une dynamique, a lancé que les populations cotisent pour faire barrage à cette pandémie qui a ruiné l'économie, qui a ruiné le petit commerçant. Nous allons poser des questions aux membres du gouvernement, mais comme nous sommes dans un pays de droit, il y a la présomption d'innocence. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que tel a fait telle chose. Nous allons laisser la justice qui est souveraine prouver qui a fait quoi. Il y a des noms qui sortent, mais ce n'est pas mon rôle de dire que tel a fait ceci, c'est à la justice. Et nous faisons confiance à notre justice. Alors si les gens ont le toupet de détourner l'argent au détriment des Camerounais, c'est une faute très très grave. Je sais que ces issues vont triompher. Le chef d'État a donné les instructions claires qu'on doit identifier les causes de ces détournements. Les responsabilités seront établies et ceux qui seront responsables de ces détournements vont en rendre compte. Je croyais que le président du Sénat allait lancer un mot à ses côtés en disant qu'il encourage le chef d'État de poursuivre ceux qui sont impliqués dans cette affaire Covid-Gate. On lui parlait comment le taux d'administration de vaccins n'est pas assez élevé. Il devait parler du fait que vraiment, il y a l'argent qui était destiné pour cette lutte contre cette Covid-19. C'est ça qui est à l'ordre du jour. Maintenant, tous les Camerounais sont intéressés à voir ceux qui ont mal utilisé l'argent qui a été destiné pour ça. Et à cause de cette mal gestion de ces fonds, trouver la mort à cause de cette mal gestion de fonds Covid-19. Le Fonds spécial de solidarité contre le coronavirus passe de 180 milliards à 200 milliards de francs CFA. C'est une révalorisation de 20 milliards de francs sur cette enveloppe dont la gestion est l'objet d'un scandale au sein du gouvernement. C'est l'une des dispositions de l'ordonnance présidentielle du 7 juin dernier qui modifie la loi des finances 2021. Notons que l'État revoit également à la hausse le budget de plus de 300 milliards
milliards de francs CFA. Objectif, faire face aux crises actuelles. Eric Watat et Donald Brice Kamgan. La disposition la plus scrutée de l'ordonnance présidentielle du 7 juin est celle relative au prix du passeport. Il passe de 75 à 110 000 francs CFA pour la délivrance, le renouvellement et la prorogation. Mais d'autres dispositions apparaissent dans l'ordonnance. L'une d'entre elles, c'est la revalorisation du budget du Fonds spécial de solidarité contre le coronavirus. Arrêté à 180 milliards de francs CFA, il passe désormais à 200 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 20 milliards de francs CFA par rapport à son enveloppe initiale. Une augmentation qui intervient dans un contexte de scandale autour de la gestion de l'enveloppe de 180 milliards de francs CFA, repartie entre une vingtaine de départements ministériels. Les ajustements apportés par l'ordonnance du chef de l'État touchent également les produits et revenus applicables au budget général de 2021. Sur ce plan, la plus grande progression est observée sur les recettes attendues des produits pétroliers. Après avoir arrêté l'enveloppe à 418 millions de francs CFA en fin d'année 2020, le gouvernement tape désormais sur 561 millions de francs CFA, soit une revalorisation de 143 millions de francs CFA. Un optimisme nourri par la remontée du prix du baril à l'international. Il se situe depuis quelques mois à 65 $. Ces modifications portent désormais le budget de l'État à 5 235 milliards 200 millions de francs CFA. C'est une augmentation de plus de 300 milliards de francs CFA. Les ajustements apportés par les pouvoirs publics interviennent dans un contexte particulier. D'une part, la pression des bailleurs de fonds, notamment le Fonds monétaire international, et la relance progressive des économies à la faveur des campagnes de vaccination contre la pandémie. D'autre part, à l'échelle mondiale, et cette information qui nous parvient à l'instant, l'avocat de Sisikou Ayok Tabé, désormais libre, maître Amungwa Nicodemos, a été relaxé ce jour après avoir passé 10 jours en détention au secrétariat d'État à la Défense. Il faut le rappeler, maître Amungwa Nicodemos était accusé de terrorisme. Nous y reviendrons dans nos prochaines tranches d'informations. Et en escale à l'étranger, le président du Nigeria a pris la décision de suspendre l'accès au réseau social Twitter dans son pays après la suppression d'un de ses statuts il y a quelques jours. Cependant, en République démocratique du Congo, l'on assiste à un retour progressif dans la ville, des populations dans la ville après l'éruption volcanique. Et puis au Mali, la CEDEAO, en séjour dans le pays, maintient la pression pour la tenue des élections l'année prochaine. La mouture internationale est signée Gladys Sidi. Au Nigeria, les médias vont debout contre la demande de suspension de leur compte Twitter. L'organe de régulation audiovisuelle, la National Broadcasting Commission (NBC), a récemment demandé aux médias de suspendre leur compte Twitter. L'accès à ce média social est interrompu depuis vendredi 4 juin, après la suppression d'un tweet du président Muhammadu Buhari. Les médias locaux ont été sommés d'accompagner le chef de l'État dans son initiative et sera considéré comme antipatriotique tout média audiovisuel s'il continue à utiliser Twitter, qui est suspendu, selon des précisions apportées par la NBC. Si les médias respectent la mesure par peur de représailles, le syndicat national des journalistes du Nigeria dénonce une mesure qui va à l'encontre de la liberté de la presse et de la liberté d'expression. Le syndicat précise toutefois que des discussions sont engagées avec le gouvernement pour permettre aux médias audiovisuels de reprendre leurs activités sur Twitter. En République démocratique du Congo, après l'éruption volcanique à Goma, les populations ont été autorisées à rentrer dans la ville. Les autorités disent avoir noté la fin de la coulée et la solidification des laves, ainsi que la diminution sensible des tremblements de terre dans la zone. On assiste au retour progressif des dizaines de milliers de personnes qui ont pratiquement tout perdu et plusieurs sont toujours sans nouvelles de leurs proches. Dans l'immédiat, les autorités congolaises, avec l'appui des ONG, doivent s'atteler à fournir de l'aide aux habitants de Goma et procéder à la reconstruction de cette ville. Et puis au Mali, note de satisfaction de la CEDEAO. La délégation conduite par Goodluck Jonathan dit être satisfaite des engagements pris par le colonel Assimi Goïta quant à la tenue des élections au mois de février 2022.
Ajoutez à cela la nomination de Choguel Maïga au poste de Premier ministre. Des éléments qui permettent à la CEDEAO d'accorder quelques points positifs à la transition en cours. Une autre exigence que le colonel Assimi Goïta va devoir remplir, c'est celle concernant la mise sur pied d'un gouvernement inclusif. Il est toujours attendu. Toutefois, des consultations sont en cours afin de permettre au Premier ministre Choguel Maïga de mettre sur pied dans les prochains jours son gouvernement. Parlons sport à présent. Le ministre des Sports écarte l'hypothèse d'un nouveau glissement ou d'un éventuel retrait de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. En visite de chantier ce jour à Olembe, le professeur Narcisse Mwele Kombi a non seulement rassuré que les travaux s'achèveront au plus tard en novembre d'après les engagements pris par l'entreprise McGill. Mais il annonce également que le complexe sportif d'Olembe pourrait accueillir son premier match international à mi-août. Il en est de même selon le ministre des autres infrastructures sportives qui garantissent une organisation sans faille de cette compétition majeure par le Cameroun. Pour le professeur Narcisse Mwele Kombi, qui a donné un point de presse ce jour sur le site d'Olembe, ce sont les oiseaux de mauvaise adeptes de la désinformation qui prédisent le pire pour notre pays. Je vous propose de l'écouter. Le stade d'Olembe, dont les travaux sont en finition et dont un calendrier d'exécution des tâches vous a été présenté tout à l'heure par M. Ropital, nous disant qu'au mois d'août, on sera déjà en capacité d'organiser des matchs sur le complexe d'Olembe. Nous sommes même tentés de vous dire que lors même que la CAN se jouerait dans un mois ou dans 2 mois, le Cameroun est prêt. Vous me direz, bon, Olembe oui, mais Olembe fait partie du package. Mais n'oubliez pas que nous avons 6 terrains de compétition qui sont prêts. D'où vient-il donc l'idée selon laquelle le Cameroun ne serait prêt qu'à 60%? Cela est un contresens. Comment aurions-nous pu imaginer l'organisation réussie du CHAN avec 16 équipes si le Cameroun n'avait pas été prêt? Et le Cameroun est prêt à rééditer cet exploit avec la CAN. N'en déplaise aux oiseaux de mauvais augure et de mauvaise foi. Les quelques observations et recommandations faites par la CAF à l'issue de la dernière mission d'inspection et dans le cadre de la séance de débriefing que nous avons eue à Douala consistent en quelques réaménagements liés à la maintenance des infrastructures. Et pour cela, nous disposons de 7 mois. Il est prématuré, mais alors très prématuré, d'envisager un chamboulement quelconque du calendrier de l'attribution. Bien au contraire, plus les jours passent, plus le Cameroun consolide son acquis. Plus le Cameroun fortifie et fructifie ses atouts en matière de bonne organisation de la CAN. Place à présent à la rubrique consacrée à la connaissance du football africain. Dans le reportage qui va suivre, vous découvrirez comment les Noirs en Afrique du Sud étaient marginalisés de la pratique du football et surtout bannis de l'équipe nationale. Arrêt de chemin de Cannes, c'est avec Jean-Paul Chouniat. Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Ça aurait été une surprise si le premier club de foot en Afrique du Sud était noir. Sport contrôlé et encadré jalousement par des colons et missionnaires blancs. La première équipe officielle est formée en 1879, soit 19 ans après l'arrivée du tout premier cuir de foot dans la ville du Cap. Le Pietermaritzburg livre ses premiers matchs contre les colons britanniques. Quelques mois plus tard, des clubs poussent de toutes parts, comme des champignons. Le PC, Natal Wasp, Durban Alpha et Ungeni Stars, et bien d'autres. South African Football Association en 1882, transformé plus tard en Football Association of South Africa, constitué uniquement de clubs blancs. Et l'avenir du foot au pays de Tchaka Zulu se conjugue désormais en mode de ségrégation raciale, avec la mise sur pied en 1897 d'une équipe nationale composée exclusivement de joueurs blancs.
C'est elle désormais le porte-étendard de l'Afrique du Sud sur la scène internationale, croisant des équipes occidentales, Portugal, Irlande, Pays-Bas, Israël et même la Nouvelle-Zélande à l'autre bout du monde. Interdits des stades à travers le pays, les Noirs ne croisent pas les bras. Ils créent leurs équipes, à l'instar de Orange Free State Bantu Football Association. L'équipe de l'État libre des descendants beurre de Hollande et des Noirs africains fait même une tournée en Angleterre en 1898. Et plus tard, en 1903, une nouvelle fédération des clubs est créée pour faire entendre la cause des footballeurs de la communauté indienne. Et en 1933, la South African Bantu Football Association voit le jour, suivie même d'une quatrième, la South African Colour Football Association, réservée aux footballeurs métissés. De 1900 à 1930, les équipes noires foisonnent de toutes parts, drainant des foules. Elles deviennent les plus populaires du pays. Les Noirs ont désormais confisqué le football et la minorité blanche n'a d'autre choix que de se rabattre sur le rugby et le cricket. Refusant de perdre la face, l'administration blanche impose sur les papiers une suprématie officielle du football blanc sur la surface d'1 219 912 km² de toute l'Afrique du Sud. L'apartheid est ainsi institutionnalisé. Cette pratique discriminatoire et ségrégationniste va perdurer dans un premier temps jusqu'à l'apparition du professionnalisme en 1959. De nombreux clubs noirs, à l'instar des Orlando Pirates créés en 1937, malgré son extrême popularité, est interdite de participer au championnat national, baptisé la National Football League. Introduit en Afrique du Sud par les Britanniques pour éduquer les sauvages, colons et missionnaires ont perdu le contrôle de ce sport. Une fois les Africains découvrirent qu'ils pouvaient utiliser ce jeu contre les colonisateurs politiques et religieux, en conclut allègrement l'historien du football, Pierre Allegui, dans les écrits d'Olivier Marceau. By no means did Dr. Vervoort have it all his own way. For days in Joburg and all places of pro-British leaning, the opposition was strong. So de Villiers Grant vigorously fought the Republican idea. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Un public reportage dans ce journal. La caravane Fab Lab d'Orange Cameroun s'est ébranlée sur le campus de l'université de Boya. À travers ce concept, Orange met à la disposition des étudiants un laboratoire numérique afin qu'ils bénéficient d'une formation gratuite les permettant de développer des compétences et créer des applications. Reportage. Orange Cameroun mobilisé aux côtés de l'université de Boya. Avec l'arrivée de la caravane Fab Lab mobile, Orange Cameroun matérialise ainsi son engagement à accompagner les étudiants dans la réalisation de leurs projets grâce au numérique. Alors, la mission d'Orange en général concernant la transformation digitale, c'est de s'assurer qu'on met à disposition de tous des savoir-faire et l'accès à la connaissance numérique. On vient en région pour pouvoir toucher le plus de bénéficiaires possible. Donc le centre qui sera installé à l'université de Boya est un démembrement du site de Douala, ce qui permettra de toucher le maximum de jeunes possible et donc de donner plus de chance à tous les jeunes. Fab Lab Mobile, lancé en 2019, a déjà fait ses preuves ailleurs, notamment à l'université de Douala avec la création d'un Digital Center. Son arrivée à Boya est un moyen pour Orange Cameroun de faciliter l'inclusion numérique et dénicher de nouveaux talents. On pense que le numérique, c'est la clé pour le développement économique de nos pays. Donc on s'assure que les populations savoir toute la connaissance nécessaire pour développer et participer à la croissance économique de demain. L'initiative d'Orange Cameroun, qui s'étend tout le mois de juin 2021, est saluée par la direction de l'université de Boya, dans la mesure où elle permettra à l'institution universitaire de monter son propre incubateur de talents et faciliter l'insertion socio-professionnelle de ses apprenants. The university is benefiting from the fact that those who come knocking at the doors of that laboratory will have the skills they want to have. There's much in their package. They are going to train on events. They are going to train on the various packages. They are going to build the capacities of those
who will want to ensure that they improve on what they have been doing. This center will provide a training center, for example, where and want to materialize those projects will come to those centers. Orange Cameroun et l'université de Buea, c'est un partenariat qui dure près d'une vingtaine d'années. Cette collaboration a déjà permis de booster la digitalisation des enseignements. À présent, cette information d'importance capitale, le président du JICAM informe l'ensemble de ses membres et la communauté des affaires en général que dans la nuit du 8 au 9 juin 2021, l'immeuble siège du JICAM à Sisa Bonanjo, à Douala, a été cambriolé par des individus non encore identifiés. Plusieurs bureaux ont été éventrés et de nombreux dégâts matériels constatés. Une enquête est ouverte afin de déterminer les circonstances de ce cambriolage et d'en identifier les auteurs. Le président du JICAM tient à rassurer ses adhérents que toutes les dispositions sont prises pour assurer la poursuite normale des activités du groupement. Et c'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques secondes Serge Allon autour pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Serge Allon. Le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Lawrence, met stop pour un moment le festival, un festival à Bamungou. Il faut le dire, Serge Alotou, que le gouverneur de la région de l'Ouest n'est pas passé par 4 chemins pour ramener à l'ordre ces populations. Et il a dû engager en plein festival à Bamungou, c'est dans la région de l'Ouest. Il a dû interrompre ce festival, demandant au sommant ces populations d'arborer ou de porter des faciaux. Pour lui, la région de l'Ouest a subi beaucoup de décès dus à la pandémie de Covid-19. Voilà, on va appeler ça la semaine des cambriolages, parce que la nuit de lundi à mardi, ils étaient du côté de la délégation de la Direction Générale des Impôts. Les cambrioleurs, hier, c'est le siège du JICAM qui a été l'objet, qui a reçu la visite de ces cambrioleurs. Vous l'avez dit, Serge Allon. Cette nuit, on ne sait pas où ils seront. On ne sait pas où ils seront, ils vont passer la nuit aujourd'hui. Allez-y donc, Julien Berthe-Bissaï. Le président du JICAM, Célestin Tawamba, a fait cette annonce-là pour dénoncer cet acte barbare. Il tient à rassurer la communauté des affaires que les activités continuent au sein du groupement interpatronal du Cameroun. Serge voilà. Comme j'ai dit, on ne sait pas où ils vont atterrir cette nuit, les cambrioleurs. Voilà, merci à vous, Julien Berthe-Bissaï. Merci, Serge Aloto. Bonne soirée à vous. Très bonne soirée. Rendez-vous demain. 20h. Madame, Monsieur, dans un instant, la suite. Equinox Soir.